tous, bienvenue. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir on dit quoi, demoiselle, dame? Madame. Madame? Une madame? Bah oui, je dis demoiselle parce que tu fais pas ton âge. Oui, après, c'est... Non, mais c'est vrai, Ouais, tu fais pas du tout ton âge. Non, non, mais c'est un plaisir vraiment de la recevoir aujourd'hui parce que je suis ce que tu fais. Ça fait 1 an en fait, j'ai découvert par hasard, ou je crois que non, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais tu connais pas cette fille? J'ai dit non, et j'ai commencé à suivre. Et en fait, je me suis sentie très très proche de toi parce que t'es quarantenaire, moi aussi. T'as des enfants, moi aussi. Et après, toute la philosophie de vie que tu as en fait m'inspire beaucoup. merci beaucoup. Ouais. Donc voilà, écoute, je vais te laisser présenter. Qu'est-ce que tu dis de toi en fait? Comment tu te présentes quand tu vas dans... Alors, généralement, moi, j'incite mes clients à ne pas se présenter au présent, mais en se projetant Oh. vers la femme ou l'homme qu'ils ont en tête de devenir, qu'ils ont à cœur de devenir. Et si je le faisais, je me présenterais comme une réalisatrice et une autrice de bande dessinée pour enfants qui prépare donc un livre intitulé C'est maman qui commande et qui raconte les péripéties de ma vie de maman parisienne avec 4 enfants et qui prépare en même temps pour l'année prochaine une comédie romantique qui doit être tournée en Côte d'Ivoire et qui raconte les amours d'une Camerounaise, Mamie Légué, qui doit épouser son chéri d'Afrique de l'Ouest, et c'est ce mariage-là à la coutume. Canon. Mais en même temps que ça va se faire, son ex revient dans sa vie. Évidemment, c'est toujours ce texte si beau, si sexy, qui se bénéficie avec le temps, et pour lequel on s'est toujours demandé pourquoi l'histoire s'est mal terminée. Et la question que pose la comédie romantique, c'est pour chacune de nous, si notre ex revenait aujourd'hui, surtout si chéri nous embête un peu, est-ce qu'on va chanceler ou pas? Ok, voilà. Alors je sais pas pourquoi, ça fait très écho ce que tu es en train de me dire. Ça fait quoi? N'importe quelle femme et n'importe quel homme, a priori, peu importe à quel point on peut être heureux dans quelque chose, quand on n'a pas de closure avec une amitié, un job, une relation antérieure, des amours, c'est des gens qui gardent toujours une forme de pouvoir sur nous et il faut arriver à reprendre ce pouvoir-là ou alors aller dans le sens de peut-être que ce lien est la preuve de ce qu'on était fait pour être ensemble. Nos destins sont peut-être partis comme ça. Est-ce qu'on est fait pour se remettre ensemble? Mais il faudra regarder le film pour le savoir. On va regarder ce film avec beaucoup d'attention. Donc ça, c'est ma présentation en projection. Autrice de BD, réalisatrice. Sinon, je suis entrepreneur. Je suis consultante en communication et en image. J'accompagne des porteurs de projets, des entrepreneurs qui souhaitent travailler leur image de marque et ou celle de leur entreprise et produits et services. Je suis également créatrice de contenu. Et Instagram est ma deuxième maison. Où je partage mon quotidien. Ça, on sait, et c'est bien, et c'est très bien, parce que en plus, tu le fais sans filtre, tu vois. Enfin, c'est genre... c'est vraiment un quotidien partagé de ma vie de maman, d'entrepreneur, d'africaine, d'amoureuse de la mode, de l'Afrique, de la cuisine, de la musique des années d'avant. Qui sait rien de qu'est-ce qui est dans le top 50 musical aujourd'hui. Et voilà, j'invite un petit peu mes amis virtuels à venir discuter de ces 1001 choses avec moi. Quand je ne fais pas ça, je fais pas grand-chose d'autre. Et du coup, quand je m'arrête de faire ça, j'aime bien comment tu dis ça. C'est-à-dire, je n'ai fait pas de... T'as 4 enfants quand même? Oui, mais c'est ça mon quotidien de maman. D'accord. Bien sûr. Mais attention, moi, je suis pas le genre de maman qui dit « Ah oui, moi, c'est d'abord mes enfants et tout, c'est faux. Quand ils sont nés, j'étais déjà... » Oui. Donc, je leur rappelle toujours, mes gars, avant, vous étiez là. Et puis, vous serez grands, vous allez partir. Moi, je vais pas voir pleurer désespérément. Non, de croire que vous viendrez tous les jours. Salut maman, comment tu vas? Que vous allez m'appeler tous les jours. Salut maman. Non, ça c'est pas vrai. Non, mais c'est faux. Mais j'ai même hâte, partez. Cassez-vous. Et du coup, il y en a qui disent ouais, mais moi j'ai hâte et tout. La dernière. Et puis les garçons, c'est plutôt non, on reste avec toi pour toujours. Oui, mais ça c'est les garçons. Bien sûr. Jusqu'à ce que les filles entrent en jeu. Mais ils viendront quand même toujours te chercher quand même. Je suis préparée à ne pas les entendre si souvent. Et puis c'est le but. Je pense que le plus beau cadeau qu'on peut faire à nos enfants, c'est leur apprendre à se débrouiller sans nous. Et donc s'ils arrivent tous seuls et prennent leur envol loin de moi, c'est que on aurait bien travaillé. Je valide. Je valide totalement la philosophie. Et puis j'ai plein d'autres choses à faire que juste être une maman. J'ai des tas de livres à écrire, j'ai des pays à visiter, j'ai des heures de sommeil à rattraper. Des heures de... Tu crois que ça se rattrape franchement le sommeil? Quand je suis en déplacement, notamment en Afrique,
La première nuit, je me réveille toujours à 6h30. Il faut me réveiller, à l'école. Puis je me dis, mais non, ils sont pas là. Et j'essaie de me rendormir. Au bout de la 3e, 4e nuit, je me réveille progressivement vers 8h moins le quart. C'est fou, hein. Mais c'est une horloge interne où on est toujours en alerte pour les enfants. Et surtout, je laisse mon roaming activé pour qu'il m'appelle s'il y a un problème. S'il y a une inondation dans la maison, s'il y a le feu, si quelqu'un s'est cassé un os, si quelqu'un pisse le sang. Si quelqu'un veut se plaindre, juste... Non, généralement, ils appellent pour dire il n'y a plus de choc à pic, je ne trouve pas ma chaussette, maman, il n'y a plus le shampoing. Je dis, vous êtes sérieux, il est 8h là où je suis. Oui, mais je fais comment? Je dis, mais je fais comment? Je suis à Dakar. Oui. Donc comme quoi, non, j'aime pas dire je suis que maman, je suis pas que ça, on n'est pas que ça. Avant d'être maman, on était nous, et puis après nos enfants, on sera toujours nous. Je pense pas que la maternité nous définisse, comme le fait de travailler ou ne pas travailler nous définisse, comme le fait d'être marié ou pas marié nous définisse. On est des êtres humains avec des ambitions, avec des rêves, avec des projets depuis qu'on était petits. Et moi, j'encourage toujours les gens à ne pas oublier la petite fille, le petit garçon qu'ils étaient. C'est ça. Toujours lui tenir la main et avancer dans la vie avec lui. Comment tu expliques ça aux gens quand tu fais justement tes coachings et que tu leur expliques? Comment tu leur parles de l'enfant intérieur, de cette petite fille? Alors moi, je dis, il a 8 ans. La petite China, elle a 8 ans. Et je la vois toujours à un carrefour au Gabon qui s'appelle le carrefour Sogatol. C'est un des carrefours les plus dangereux de Libreville où il y a toujours plein d'accidents. C'est sur la voie express. Et la petite China, elle est là sur un terre-plein au milieu et elle m'attend. Elle n'est pas fâchée, elle n'est pas triste tout particulièrement, elle n'a pas forcément d'expression qui disent qu'elle m'a attendu longtemps, mais bon sang, elle m'attend plus longtemps quand même, moi, si elle a 8 ans. Et puis quand elle me voit, elle a un petit sourire qui dit, je savais que tu reviendrais. Et là, on n'a même pas besoin de s'expliquer parce qu'elle sait, je sais à quel point je l'aime, et voilà, je l'ai oublié, mais bon, je n'ai pas vraiment oublié. Puis je lui tiens la main et depuis j'avance avec elle, et quoi que je fasse, elle est toujours là. Et c'est photo de moi à 8 ans, je l'ai chez moi, je la montre souvent à mes enfants, en disant, et puis ils sont surpris, maman, tu étais petite. Je dis, mais petite par rapport à quoi? Maman, oui, j'étais petite fille aussi, comme vous. Ah oui, parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas l'historique, ils te non, voient juste en maman, adulte, en juste fait. Maman, quoi. Oui, voilà. Maman est née maman, les poissons sont pas nés dans l'océan, il y a plein de choses. Mon fils me dit des trucs du genre, parce qu'il a des réflexions, je me dis, mon Dieu, tu as du temps, hein. Oui, maman, si on fait un trou dans la terre et tout, est-ce que ça peut faire un toboggan, on tombe direct dans l'espace? Non, ça marche pas comme ça. On va tomber dans la lave. Mais ça, il faut laisser l'imagination fonctionner, tu vois. Je laisse son imagination faire son travail. Et il est toujours en train d'essayer d'inventer un truc auquel personne n'a pensé. Et on a son cahier d'invention comme ça. Quand je les lis, je me dis, voilà, il en faut les... C'est trop bien. Il a quel âge, du coup? Il a 13 ans maintenant. C'est trop bien. Mais c'est leur vision du monde aussi. Ils se disent, les mamans sont invincibles, les mamans elles doivent toujours faire à manger, les mamans ne doivent pas s'énerver. Enfin, pas moi. Les mamans doivent toujours sentir bon, les mamans, non. Il y a des jours à 14h, je me dis, mais j'ai oublié de me laver. Dans la pandémie, là. Mais j'aime rappeler à mes enfants, j'aime rappeler à tout le monde, ne me définissez pas en tant que mère. Je ne suis pas ça. Et Dieu sait que je suis une maman ours. Il ne faut même pas toucher à mes enfants. Mais je suis chinoise avant tout. Et je suis entrepreneur depuis que j'ai 24 ans. Donc, pareil, comme on fait comme ça au pays, j'ai fait ça. Tous les hauts et les bas de l'entrepreneuriat solo. Mais j'aime pas non plus qu'on me définisse par ça, parce que j'ai pas l'impression que c'est qui je suis. Et je pense la vraie moi, c'est celle que mes amis connaissent. Parce que là, je suis pas maman, je suis pas China la côte. Ça, t'es une pote. Non, je suis China. D'ailleurs, elle m'appelle Rapetou. C'est pour dire. Ok, Rapetou. Vas-y, c'est quoi le truc? Je sais même pas. Il y a une qui s'appelle Curseur, l'une qui s'appelle Butterfly. On s'est donné des petits noms comme ça qui n'ont aucun sens. C'est votre langage à vous, quoi. Non, mais je pense que Rapetou vient du fait qu'en 6e ou 5e, j'ai resté longtemps, quand on devait changer de classe pour aller en physique ou autre chose, j'ai resté longtemps dans la classe et d'après quelques-unes de mes amies, j'ai pas ce souvenir, je fouillais les casiers, des tables à la recherche de gomme ou de stylos, que je trouvais en fait que les gens laissaient toujours leur stylo, même quand j'arrivais dans une nouvelle classe, il y avait toujours un stylo ou un crayon. Donc quand on sortait d'un cours, moi j'allais fouiller, c'est ce qu'elles me disent, j'ai pas trop de souvenirs de ça, du peut-être, donc ce qui faisait de moi une voleuse. C'est peut-être une théorie, hein. Non, je les crois. Tu les crois. Elles sont suffisamment de bonne foi. Enfin, voleuse, je sais pas, mais je ramassais les crayons et les stylos et les gommes qui restaient. C'est pour ça qu'on m'appelait Rapetou. Pour pas dire que je volais. De toute façon, si la femme de ménage venait et qu'elle nettoyait, elle aurait jeté. Elle aurait jeté, donc bon. Mais elles ont une vision de moi qui n'a rien à voir avec... Parce
que le monde voit. Bah oui, mais ça c'est la différence entre le paysage. Enfin, en fait, toi tu décides de montrer un certain nombre de choses aux réseaux sociaux. Oui, on peut pas tout montrer de sa vie. Non, mais tu décides. Mais ce n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas ce que je suis. Même si j'en avais l'intention, il faudrait que je fasse un tel retour en arrière. Moi j'ai des amis avec lesquels j'ai 25 ans d'amitié, certaines plus même. Certaines je les ai connues en 6e. On parle de 1991. 1991, ouais. Un peu avant la dévaluation du franc CFA. La première. Donc ça fait vraiment longtemps. On se connaît tellement. Ouais. Ce genre d'amis, on se regarde, on termine les phrases sans dire. On sait quand ça veut dire non. Ouais, dire, quand ça va, quand ça va pas. On sait tout ça. Ouais. Et justement, au téléphone, on dit ça va. On répond que oui, ça va, c'est faux. Ouais. Mais les choses tu arrives chez l'une ou l'autre. Ouais. Et c'est vraiment. Moi, j'ai même pas la même relation avec mes petites sœurs parce qu'il y a ce côté, je suis l'aînée. Je discute pas de certaines choses avec mes sœurs. Toi, t'es l'aînée de ta fratrie? Je suis l'aînée de 3 sœurs. Donc, mes petites sœurs, c'est plus un peu les enfants, quoi. Parce que chez nous, l'aîné, c'est le chef. Ouais. L'aîné peut t'envoyer 15 fois. Prends-moi ça, fais-moi ça, fais-moi ça. La deuxième peut envoyer la dernière. La dernière, la personne a commandé. Et ma mère a tellement veillé à ce que cette hiérarchie soit. Que jusqu'à aujourd'hui, mes sœurs, il y en avait une, je l'ai trouvée à fumer, elle a jeté la cigarette. Elle arrive. Elle est grande, hein, elle travaille et tout, mais il y a ce côté, China peut me laver là devant les gens sans souci. Okay. Et du coup, oui, j'ai pas la même proximité avec elle. Pourtant, le lien est différent. Et il est beaucoup plus fort, évidemment, ce sont mes petites sœurs. Ouais. Oui, et je pense autant pour elle et les sœurs que la vie m'a donné, comme on dit, dès qu'elle a un palabre, son palabre, ça devient pour moi. On met les baskets, qu'est-ce qui se passe, il y a quoi? Et pareil, quand il y a un chagrin, il devient mien. Et c'est toutes ces longues années de vie et d'expérience qu'elles ont partagées avec moi qui font qu'elles me connaissent beaucoup mieux que ce que, la création de contenu ne permettra jamais de montrer. Mais avec plaisir, j'essaie vraiment de rester la plus authentique possible. Et les gens me disent souvent, oh non, t'es même mieux en vrai, t'es encore plus sympa. Et bien bon, ben oui, non, on est censé l'être moins. Ouais, en fait, ça c'est tout l'imaginaire qu'il y a. Et puis après, il y a des gens qui sont vraiment différents. Non, les gens font des projections, je pense, sur la vie des gens. Ouais. On fantasme sur la vie des gens, on s'imagine, on fait des scénarios à la Spielberg sur la vie des gens. On se concentrer encore une fois sur la nôtre. Et au lieu de prendre ce qu'on nous donne et se dire, ok, c'est ce qu'on m'a dit, ainsi soit-il. Mais les gens imaginent tout et rien. Je sais, les 2 premières années, quand j'étais sur les réseaux sociaux, je ne montrais pas mes enfants du tout. D'accord. Et puis un jour, voilà, on est allé au parc, j'ai fait des photos, les gens criaient quoi t'es même pas, tu as 4 enfants, mais enfin, c'est quoi cette histoire? Et je me disais, je m'étais pas posé la question en fait. Non, parce que toi c'est naturel, c'est normal. Non, au départ c'était vraiment des trucs mode. Ouais. Comme je suis conseillère en images à l'origine, j'avais créé ma page Facebook pour me faire connaître en tant que telle. D'accord. Et trouver des clientes qui ont besoin de changer de look, de ceci, de travailler leur image, etc. Donc je postais essentiellement des looks. Il fallait que je poste des looks pointus, puis des conseils mode. Comment porter un imprimé, ceci, comment mélanger des fleurs avec des rayures, comment faire ceci, comment s'habiller pour l'entretien. Bon, c'était très vêtements. Et puis j'ai remarqué, le seul jour où j'ai parlé de mes enfants, l'engagement était tel, je me suis dit, ça c'est un sujet qui intéresse tous les gens. Et la première question qui est revenue à ce moment-là, c'est comment tu fais avec 4 enfants? Et moi, j'ai envie de dire comme tout le monde fait. Ouais. Mais ça, c'est... Une grande-tante, elle a 11 enfants. J'ai des grand-mères, elles ont 7, 9. Ouais. Elles, c'est des GOAT, les MVP. 4 enfants, c'est quoi? C'est de la gnognotte à côté. Ouais. Donc, j'étais très surprise que les gens trouvent que... Genre, c'est un truc de ouf, quoi. Voilà. Et ensuite, en regardant un peu Pascal, le grand frère, Super Nanny, je me suis dit, tu as compris pourquoi? Oui, même mes enfants disaient, mais maman, pourquoi on ne va pas te chercher pour faire Super Nanny? Parce que je ne veux pas où un Enzo de 4 ans va me rendre chèvre. Non, Enzo, je vais te rappeler qu'il a accouché. Ouais. Même si c'est mon neveu. Mais tu penses que c'est quoi principalement, justement? Non, c'est la culture de l'enfant roi. Ok. Bah oui, l'enfant est roi, on ne peut rien lui dire, il ne faut pas le chagriner, faut pas. D'où je viens, l'enfant c'est le boy de ses parents. De me dire, attends, ça va, ma femme, oui. Si tu as dit quoi? Non, rien. D'accord. Mais c'est une telle hiérarchisation des rôles, c'est ce que je disais, mes petites sœurs, elles peuvent même pas dire oui, mais tu as dit quoi? Ma mère est même qui va se... Tu as dit quoi ta grande soeur? Tu as dit... Pire alors à ma mère. On pouvait pas... C'est juste une hiérarchie qu'on respecte. Ouais.
Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de dire des choses, mais il y a des moments. Et pareil, ça vaut pour moi, devant mes oncles. J'étais en train de bouillonner à l'intérieur. Non, mais je ne peux rien. Et c'est ma grand-mère, mes grands-tantes qui vont m'appuyer le pied. On va parler après, tu vas nous dire comment elles vont aller travailler leur mari au corps, mais la petite fille ne lève pas la voix devant ses grands-parents. Alors moi j'arrivais toute, je reviens des États-Unis, c'est inadmissible, mon corps, liberté d'expression, il n'y a pas ça ici. Si tu es né dans une famille où il y a ces règles, c'est pas toi qui les change. Et avec le temps, en fait, je me suis rendu compte, ça nous apprend aussi l'intelligence émotionnelle, qui est nécessaire à bien des moments dans notre vie. On peut se retrouver dans un tribunal, dans, je sais pas moi, des procédures de garde d'enfants, de divorce, ou au commissariat, où voilà, on vous a fait qu'on appelle ça, un contrôle impromptu ou faciès, etc. Mais savoir garder en fait son contrôle, c'est quelque chose finalement que cette éducation très stricte, pas stricte, très hiérarchisée, moi m'a appris. Pour que je perde mon contrôle, je perde mes nerfs devant les gens. Faut mourir, naître, remourir, revenir. Des fois, les gens me disent dans les commentaires, mais comment tu fais pour rester calme? Il va faire quoi? Je vais pas donner à quelqu'un le pouvoir d'appuyer sur un bouton. Et d'éclairer et tes émotions, c'est trop important. Beaucoup trop, et ça génère du stress intérieur, des toxines, des choses comme ça. Non, et encore une fois, c'est donner le pouvoir à quelqu'un. Et je ne veux pas donner à quelqu'un le pouvoir de se dire, si je dis ça, je fais ça. China va sortir de ses gants, pleurer, s'arracher les cheveux. Non, on va se regarder. Longtemps. Et les enfants, pareil. Que non. Si c'est maman qui est née avant. Ça, c'est venu avec le temps. Est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose ce dont tu parles? Oui. Comme je disais, quand j'étais plus jeune, dans la vingtaine, j'étais on fire. Pour tout, j'étais révolutionnaire, nique le système. Fallait que j'aille combattre tout. Che Guevara, c'était mon héros. Je trouvais qu'Omar Bongo, c'est un tyran. Bon, je le pense toujours. Son fils également, au passage, dédicace à eux. Mais tous les problèmes du monde, c'était pour moi. Je me souviens, quand j'étais plus petite, je voulais être médecin sans frontières parce que... il y avait la guerre en Somalie et je voyais tous ces enfants faméliques qui, je trouvais, me ressemblaient. Là, à peu près la même carnation. Et ça a cliqué comme ça. Je dis non, je dois aller tous les sauver, mes cousins et tout ça. C'est fou. Je voulais juste sauver le monde. Puis l'adolescence arrive, les garçons ils dit bon, ça va. On va attendre un peu. On va attendre un tout petit peu. Hip-hop et R&B, là, on va d'abord aller là-bas, ensuite on verra. Le monde ne va pas mourir non plus parce que je suis allée danser LL Cool J ou je sais pas, MC Hammer, c'est bon quoi. Et puis ensuite, on a nos propres enfants, donc les priorités. Tu commences à... Alors, est-ce que tu estimes qu'à chaque accouchement, en fait, à chaque fois que tu as donné la vie, est-ce qu'il y a une renaissance de toi-même? Non, une petite mort de moi-même. Mais une mort, puis une renaissance de toi-même. Parce qu'on dit on donne la vie, mais est-ce que tu ne te donnes pas la vie à toi-même aussi, par l'accouchement, mais aussi à différents moments finalement? J'ai jamais vu les choses comme ça. Quand j'ai eu mes 2 aînés, ma mère était vivante. Et littéralement, c'était pas mes enfants, c'était ceux de ma mère. Ma mère n'a pas eu de garçon, elle a eu 3 filles, donc moi j'ai des garçons. Oulala, c'est littéral, donne-moi. Et aujourd'hui, j'ai la même attitude vis-à-vis de ma petite sœur qui vit à Londres, qui vient d'avoir un bébé. Je lui ai dit tout le temps, donne-moi l'enfant. Mais viens me donner l'enfant. Et à l'époque, ma mère faisait ça, je trouvais ça normal. Parce que oui, j'avais la vingtaine, j'étais à fond dans ma carrière, je partais à 8-9 heures, je revenais à 22 heures. Ma mère s'occupait du bain, l'école, le repas, le tout. Et puis, à 25 ans, donc quand j'avais 25 ans, ma mère a décédé. Dans un AVC, comme ça, du jour au lendemain, sans prévenir. Et c'est là, en fait, que je suis devenue maman. Je dis, oups, comment on fait? Et j'avais toujours le réflexe d'appeler maman, tu peux aller... Ah ouais, non. Parce que franchement, j'avais eu des enfants, mais c'était toujours la récréation. Parce que ma mère, comme nous, quand on accouche en Afrique, il y a la cour, il y a tout le monde qui est là, les sœurs, la ménagère. L'enfant ne traîne pas, il y a toujours quelqu'un. Et c'est là que j'ai dû devenir maman, et c'était pas très agréable, parce que ils m'empêchaient de tourner en rond, quoi. C'est-à-dire de bosser, j'étais à fond dans ma carrière. Mais oui, mais donc il fallait que je jongle comme ça, et puis là, ils ont quoi? Ils ont 8 et 4 ans, c'est vraiment l'âge où les petits garçons, c'est des piles électriques. Et j'ai choisi du coup, qu'avec ma mère, j'étais la maman cool, comme le parent qui vient juste, coucou, ça va, les chocolats et tout. Mais là, c'est maintenant full time. Et j'ai compris, il va falloir que, parce que c'est vraiment des petits garçons très énergiques, il va falloir que je leur rappelle que moi, je ne suis pas maman. Maman, vous permettez tout. Enfin, si, je suis maman. Mais je ne suis pas maman pour vous. Oui, voilà, c'est ça. Qu'ils appelaient maman, au passage. D'accord. Ils appelaient mes soeurs maman aussi. Parce que tout le monde est maman. Ben oui, moi ça me choque pas ça. Je trouve ça cool. Je trouve ça très cool. Mais je voulais dire, je suis pas maman comme maman qui va vous lire l'histoire 18 fois. Je lis une fois, bisous, brosse les dents, au lit.
tu cries, non. Tu retournes dans la chambre, je ferme la porte. C'est tout. Mais ma mère, c'était limite, elle suppliait, même elle s'endort sur l'histoire, il lui ouvre les yeux comme ça, maman, réveille-toi. Parce que voilà, c'était tout l'amour de sa vie, les garçons qu'elle n'a pas eu. Moi, je dis non, les garçons, je vous ai déjà eu, j'ai du boulot. Et donc, j'ai plutôt été assez carrée avec eux, très aimante, mais carrée. Parce que c'est des garçons, je me dis, moi, je veux pas que mes garçons soient tout mollassons. Voilà, la vie, c'est dur, le dehors est dur. Et en fait, à partir du 3e, parce qu'ils ont tous 5 ans d'écart, mes garçons, là, j'étais plus en souplesse. Peut-être parce que ma mère n'était plus là. Et cette forme de solitude avec ce être tout neuf. Et il n'y a pas ma mère au bloc, il n'y a pas ma mère pendant les visites, il n'y a pas ma mère le retour à la maison, les soins, les infusions, toutes ces choses. Et toi-même toute seule, tu te dis, ok, ben, ça va être moi et mon bébé à fond, évidemment, et ses frères, pour pas qu'ils aient l'impression que maman a eu l'autre, elle n'a plus le temps pour nous. Et pour vraiment toujours m'assurer d'avoir mes enfants tout le temps avec moi maintenant, j'ai créé un espace dans mes bureaux pour eux. J'ai mis un berceau dans mon bureau pour mon fils. Donc il y a eu un changement quand même. Là, c'était maintenant ma vie, ma carrière devait, comme une pâte à modeler, prendre la forme autour de ma vie de famille. Super. Et de ce qui étaient mes priorités, mes garçons. La nounou campait au travail les 3 premiers mois. Je donnais le sein. Des fois, j'étais au téléphone en réunion avec mes équipes. Ensuite, ma fille est née très très vite après, ils ont 18 mois d'écart. Et donc pareil, mes garçons avaient l'espace pour faire leurs devoirs, j'avais le bébé, puis l'autre bébé. Et c'est là qu'on est plutôt devenus comme les 5 doigts de la main, très tout le temps ensemble. Et impossible d'imaginer de faire une chose sans que l'un ou l'autre ne soit là, ce qui n'était pas le cas avant. D'accord. Donc peut-être les 2 derniers aussi, quand on a plusieurs enfants, on gagne en patience. Clairement. On souplesse avec le temps. Et des fois, mes garçons me disent, maman, comment toi tu l'es? Pas le match de dire ça là. C'était nous là qui allons t'arracher la tête. Je dis, mais oui. Mais c'est ma fille, on s'en fout de vous. En plus, c'est la seule. Donc, bon. Et elle en joue bien. Et elle va dire à ses frères des choses, mais vous n'avez pas la chance que vous avez de m'avoir moi comme sœur. Il y a des gens qui tueraient pour m'avoir comme ça. Et quand je l'entends, je me dis en fait, elle répète que moi je leur dis, vous avez la chance que vous allez m'avoir comme mère. Bah bien sûr. La chance que tu tuerais pour m'avoir comme mère. Mais bien sûr. Mais ça te fait pas bizarre du coup quand elle parle comme ça, tu te dis... Je me dis c'est très bien. Ma fille s'imprègne de ce que moi je sais que je suis une bonne mère et j'attends pas qu'on vienne me donner un diplôme de maternité. Très bien. Sauf quelqu'un qui viendra prendre mes 4 enfants, les élever ou prendre 4 enfants au pif, voilà, et puis faire à peu près tout ce que je fais. Là ensuite on peut se parler. Sinon, vraiment, tu fermes ta bouche, je ferme ma bouche, chacun fait ce qu'il a fait. Et je me dis que ma fille aussi soit certaine comme ça de sa rareté en tant que sœur, tant mieux. Tant mieux. De sa valeur. De sa valeur. Complètement. C'est très important. Et des fois, il dit à ses frères, oui, pas que maman elle nous élève pour qu'on sache que la famille c'est important. Quand on va grandir là, comme c'est moi la fille, c'est moi qui vais toujours m'assurer qu'on va manger tous ensemble et tout. Et je me dis en même temps, c'est quand j'engueule ses frères en disant oui, vous comprenez pas, quand je vais mourir, il faut que vous preniez du temps de vous asseyez, vous mangez ensemble, vous orientez. Ben, le mail enregistre. Je dis, mais le mail, c'est tout bête. Mais surtout, elle a ce même sens de la famille. Et l'ironie du sort a voulu que de mes 3 sœurs et moi, donc chacune de nous a une fille, et nos filles sont dans le même ordre. C'est-à-dire ma fille est née avant, la fille de la deuxième est née ensuite, et la fille de la dernière est née en dernier. Et du coup, ma fille est déjà la grande sœur de ces 2 petites sœurs. Littéralement. D'accord. Et elle est prête aussi comme ça à être grande sœur. Elle fait beaucoup de mimétisme. Mais c'est comme ça qu'on apprend à être maman. Certainement. Il y a ce truc quand même. En tout cas, tout le monde n'est pas obligé de le prononcer. Mais effectivement, si elle se sent, finalement... Oui, après même ses frères. Tout le monde est très, très responsable des petits chez nous. Ma fille a des poupées Bouba et Caris. Les premières nuits, quand c'était pas elle, c'était son frère qui se levait pour dire maman, Caris a faim. Je dis c'est pas la poupée a faim. Oh mon Dieu. Il est 3h du matin, moi j'ai sommeil parce qu'il fallait tout, le biberon, les couches, les machins. Des fois c'est son frère qui dit bon je vais lui donner le bain. Je me rendais compte en tant que garçon, il a aucun complexe à jouer à ce genre de choses, à être mais c'est le bien. tonton de Caris ou de Bouba et d'aller lui donner le bain ou de l'habiller ou de dire elle a fait caca, elle fait pas caca, boit un peu de jus et puis ça. Je le vois avec les animaux à la maison, ils sont très finalement tout ce qui est plus petit qu'eux, il y a un besoin fou de s'en occuper, peut-être aussi pour jouer les grands, j'en sais rien. Mais j'ai veillé aussi à élever des garçons aussi féministes que possible. Mais c'est l'intelligence émotionnelle dont tu parlais tout à l'heure quand même. Que ce qui vaut pour eux vaut pour leur sœur, dans la mesure du possible. Et ça commence par les tâches ménagères déjà.
Les choses qu'ils ont le droit de faire à la maison. Très bien. Alors, on va parler bien fort pour que tout le monde écoute. Et en vérité, Paloma ne fait rien dans la maison. Ce sont ses frères qui font tout. C'est vrai? Ouais. Le dernier est très ménage. Le deuxième est très cuisine. L'aîné s'occupe de la vaisselle tous les soirs, la poubelle. Paloma, dès qu'on va lui dire « Oh, j'ai mal au dos, oh là là, j'ai mal au pied. » Viens couper les tomates. « Oh non, je vois plus bien, mes yeux ne fonctionnent plus. » Je dis « Non, ça c'est pour l'oignon, Paloma. » Oui. Quand c'est des gâteaux, oui, là, elle est chaude. Mais ma fille est vraiment... Après, j'ai laissé faire, puis je me dis, wallah, elle va avoir 18-20 ans, elle ne peut pas faire cuire le riz. Non, il faut qu'on s'y mette. Ouais. Et donc là, quand elle le fait, ça rouspète. Hein. Oui, mais c'est l'esclavage, mais c'est pas normal. Ma copine, sa mère, elle peut partout. Elle sera bien contente de savoir ça après. Mais je m'en fous tellement. Quand tu auras besoin de manger. Et maintenant qu'elle a décidé d'aller étudier en Chine avec une copine, je dis, voilà, t'imagines, t'as envie de manger. Ah, elle va aller étudier en Chine. Elle va être caissière chez Zara là-bas. Quoi? Mais j'adore les dreams des enfants, je trouve ça canon. Moi, j'ai dit, mais si, elle adore les feux de manioc. Ok. Mais si tu veux manger les feux de manioc de maman n'est pas là, tu vas devoir les faire. Ouais, mais tu peux m'écrire ça. Oui, ou tu peux me faire un zoom ou par mais vidéo. Tu peux commencer à faire dès maintenant. Donc elle fait évidemment énervée, mais je me rends compte avec les années. Mais ça reste. Et j'ai réalisé, moi, si je cuisinais pas du vivant de ma mère, et c'est après, un jour, j'avais une folle envie de poisson salé. Je me dis, comment on fait le poisson salé, maman? Et j'ai dû aller voir les tantes de ma mère, des notes en main. J'emmène la bouteille de Baileys pour motiver la tata. Elle me dit, mais c'est pas comme ça. Tu viens me chercher à 6h, on va au marché, on fait les courses, on revient, je fais, tu regardes si tu veux, tu notes, mais tu viens pas prendre le Tupperware tout fait. Parce qu'elles aussi sont de la même école, on apprend soit en regardant, soit en faisant. Même nous, quand nos grand-mères cuisinaient certaines choses, elles ne mettaient pas forcément la main dans la pâte, mais à force de regarder, on mémorise. Bien sûr. Donc oui, chez moi, les garçons égalent un petit peu à la fille, même si... pareil, le droit d'aînesse s'applique toujours. Si je laisse ma fille un peu s'exprimer, il y a un moment aussi, c'est ton enfant. Elle va dire, oui, mais respecte mes pas, celle-là, machin. Doucement, parle aussi, doucement, attention à tout. Et oui, maman, tu as vu, il est sexiste là, il me parle à Dieu. Parce que... Oui, parce qu'on leur parle de sexisme. Comme quoi. Ok, donc tout ça, c'est... Justement, moi j'aime beaucoup le rapport que tu as avec tes enfants. Et pour le coup, je me retrouve bien dans ce que tu fais avec eux. Le fait d'être et en même temps dans une équité et en même temps dans la transmission. J'ai l'impression que tu transmets en fait. Tu ne te poses pas la question de te dire, bon, on va attendre, quand j'aurai 70 ans, peut-être je vais commencer à... J'ai l'impression que, dis-moi si je me trompe, si demain il t'arrive un truc, tu n'es plus là. Le jour où tu n'es plus là, tu auras transmis tout ce que tu avais transmis à l'instant T. Ça. Je vis avec un sentiment d'urgence, avec l'idée que demain n'est pas acquis. Ma mère avait 44 ans. Quand elle est partie à l'église, elle louait le Seigneur. Elle a fait un AVC. Les gens ont cru que c'était l'Esprit Saint. Elle est morte là devant des imbéciles qui n'ont pas compris qu'il fallait appeler les secours. Donc, et n'importe quoi peut arriver. Comme on dit, on peut traverser la route, ma mère est en pleine santé et... Tout peut arriver et je n'ai pas la prétention de croire que je vais mourir vieille et quand bien même ce qu'on peut apprendre aujourd'hui, pourquoi le remettre à demain. Les gens ne vivent tellement pas avec ce sentiment d'urgence, surtout quand la mort ne les a pas frappés. Moi, je viens d'une famille, comme je disais, je suis l'aînée de 3 filles. Ma mère est l'aînée de 5 enfants. Entre l'année où je suis rentrée de mes études, qui est celle où elle est décédée, et les 4 années avant, chacun de ses frères et sœurs est décédé. C'est-à-dire chaque année, ma grand-mère enterrait un enfant. Et quand je suis rentrée, ma mère décédait, l'aînée. Et ça avait littéralement achevé ma grand-mère. Je n'imagine pas enterrer le fruit de ses entrailles année après année. Surtout pour quelqu'un qui était veuve depuis 40 ans. Donc, et quand j'entends les gens, je leur dis, oui, votre modèle, c'est que Michelle Obama, Oprah. Je regarde, je dis, c'est ma grand-mère. C'est ma mamie. Pourquoi vous allez chercher loin? Non, mais il y a quoi qu'Oprah a fait que moi je vais aller chercher ma grand-mère. C'est une femme qui a connu la vie. Et je me rappelle d'un débat que les gens aiment bien causer sur Instagram pour un oui ou un non, qui avait eu lieu parce que, un tollé, on va dire, parce que j'étais allée à Londres quand ma petite sœur a accouché, dans la transmission de chez nous, quand on accouche. Il y a des femmes autour de nous. Elles vont nous faire des massages, s'occuper du bébé. On fait rien, nous. Voilà. Et je suis allée à Londres. Et plein de gens me disent, oh, ta soeur a de la chance. Je dis, elle n'a pas de la chance. C'est normal. Moi, quand j'ai accouché, j'ai toujours eu ça. Je serais vraiment la dernière des connasses pour ne pas prendre l'Eurostar, aller 2 semaines, m'assurer que ma soeur se repose, que les caillots de sang tu l'accompagnes dans son... Et lui montrer comment on fait avec le bébé. Les massages, les machins. Oh, mais comment on fait les massages? Je suis sérieux? Ok, bon, allons-y. Et puis, à un moment, j'ai couché ma nièce sur le ventre.
et quelqu'un a repris... donc j'ai fait une photo, le bébé qui dort et tout, parce que j'allais aussi pour apprendre à ma soeur comment faire dormir l'enfant quand elle doit dormir, et pas la garder sur le corps tout le temps. Et puis quelqu'un a posté dans ses stories, machin, China, c'est dangereux, quelqu'un qui a une si grande communauté de gens, s'il arrive des problèmes aux enfants des autres, comment elle peut encourager les gens à coucher leurs enfants sur le ventre et tout. J'ai répondu à la personne en disant, à quel moment j'ai dit, couchez vos enfants sur le ventre, ne les couchez pas, vous faites ce que vous voulez. Moi je fais comme on m'a appris. Incroyable. Mes enfants, ils ont toujours couché sur le ventre. Soit disant parce que si on les mettait sur la tête, ils allaient avoir la grosse tête plate. Ouais. Mais c'est vraiment pas la vraie raison. Non mais c'est chaud. Mais que ça a aidé également à regurgiter ou j'en sais rien. Ouais. Je fais comme on m'a appris. J'ai 4 enfants, aucun de mes enfants n'est mort. Ouais. À un moment donné, toi tu as 2 enfants de 3, 5 ans, j'en sais rien. Tu vas pas venir me donner des leçons de comment coucher un bébé. Ouais. Mais je vois même pas l'intérêt du Quel commentaire. est l'intérêt de créer un tollé pareil? Non, je vois et pas. Encore une fois, là où je suis reconnaissante à ma communauté Instagram, c'est que vous disiez, mais vous fumez ça, vous levez pour venir créer des problèmes aux gens comme ça, pour un ou un autre. Même ma soeur était outrée que sous un post avec la photo de sa fille, on est ça y allait, les gens s'écharpaient comme ça. Ouais. Et moi, je ne fais que retransmettre. Et je donnais à ma soeur ce qu'elle me voyait peut-être un peu faire et voyait ma mère faire, mais que voilà comment tu vas continuer de faire avec Charlotte. Voilà comment elle doit manger. Je suis retournée quelques mois après, elle avait 6 ou 7 mois. Ma soeur y allait doucement avec les petits pots et tu prépares les trucs. Je faisais des feux de manioc, tu me mets dans la bouche les prunes, les Congolais appellent les safous. Ma soeur était au travail, tu as fait manger ça. J'ai dit, mais nous tous on a mangé ça. Ouais, c'est clair. Tu crois que comme elle est à Londres, qu'elle va manger quoi? Du pudding? Elle va manger les atangas et puis elle va pas mourir. Mais les gens, c'est vrai que ce que tu dis là, même la banane plantain pilée là. Oui, mais c'est au doigt que les grand-mères le mettaient à la bouche pour le goût. Ouais. Et tellement tout ce qu'elle mangeait, elles nous en donnaient un peu, le palais s'habituait. Et c'est ce qui fait qu'à l'âge adulte, peu importe où quelqu'un de la diaspora qui a grandi au pays peut aller, tu manges. Il y a cette mémoire gustative qui reste. Et même, il y a quelque chose de très affectif au moment où on goûte ces choses. Oui, c'est donné par les mamans. Souvent même avec le cordon ombilical dès que l'enfant est encore dans le ventre. Donc cette transmission-là que je fais avec mes sœurs, que je fais avec mes enfants, c'est de l'ordre de tous les jours. Pour ça, j'essaie de leur parler ma langue. Et c'est vraiment mon grand regret, parce qu'au pays, je leur parlais en français. Avec mes sœurs, on parle le fond. Dans la rue, machin. Alors des fois, la dernière me dit, oh, China, sur les Champs-Élysées, toi, tu me dis, je parlais le fond partout. J'ai dit, attends, il y avait les Suédois là. Quand ils vont se gêner pour parler Suédois, voilà, on parle le fond. Ah, voilà, bah. Non, ça, mais c'est surtout... un truc afro. Ah, voilà, bah. Non, et puis ma grand-mère disait toujours, oui, là, vous partez en France, là-bas, il faut apprendre le fond des enfants qu'est-ce qu'elle me disait? S'il y a la guerre ou les terroristes, il faut communiquer. Exactement. Et elle me dit, mais mamie, n'importe quoi, tu es des terroristes. Non, mais elle a raison. Elle a raison. C'est pas faux. Si tu es dans un endroit, tu vas communiquer. Ah non, je peux dire à l'enfant que non, au cours, il va me regarder. Ah, quoi, non, quoi. Parce que voilà, il ne parle pas. Donc cette transmission, je pense qu'elle est immédiate. C'est comme les bonnes manières, le bonjour, au revoir, merci, le s'il te plaît, on lave les dents après manger. Il n'y a pas de raison d'attendre plus tard pour le transmettre aujourd'hui. Et puis surtout, nos coutumes, nos us, nos traditions sont en perte de vitesse. Dans 2-3 générations, nos langues vont vraiment devenir tellement rares. Si on ne continue pas nous-mêmes ce travail-là de finalement retour aux sources, surtout pour nous qui sommes partis loin de la terre-mère, on va avoir des enfants, des générations de personnes très déracinées, comme les Américains, qui ont en horreur quand on leur dit même qu'ils sont africains. Je dis, mais vous croyez ça vient d'où? C'est quoi? Il y a un seul endroit sur Terre, il n'y en a pas 70. Si on est de la Caraïbe, vous venez d'où? Mais quelqu'un des Bermudes va dire, moi je suis des Bermudes, mais tu viens d'où d'abord? Tout ce qui est noir là, et là-bas. On vient tous de Noirie, vous aimez pas ça, mais on vient de là-bas et il faut le célébrer, il faut le connaître, il faut aller chercher. Et je peux concevoir pour quelqu'un dont les ancêtres ont quitté l'Afrique il y a 400 ans, c'est dur d'avoir un point de départ. Si moi j'avais été américaine, j'aurais fait comme Léopra, un test ADN, essayer de situer d'où je viens, connaître cette culture-là. Moi je suis tellement fière de mon origine gabonaise, Fan et Sandone, mon village, mes aïeuls, toutes les histoires qu'on me racontait sur eux. Je ne peux pas rougir en fait de ça. Au contraire, quand j'allais à l'école de mes enfants, à l'école primaire, ils avaient une semaine qu'ils appelaient la semaine des langues. D'accord. Et tous les enfants qui ont un parent étranger, ou qui parlent une langue étrangère, étaient invités 15 minutes à parler de leur pays, leur culture, la cuisine. Alors moi j'arrivais au Wakanda, le Kavangondo, les dents de requin, l'afro-verse, la balle, les bois. Et ma fille sur le mon oncle avait dit, non, j'espère que tu viens bien l'africaine. Et j'allais leur apprendre des comptines de chez nous enfants.
Et puis quand on faisait les sorties scolaires, j'étais surprise d'entendre les enfants les chanter dans le métro parisien. Je dis c'est très bien, c'est comme ça que ça doit être. Fête de l'école. Et la semaine des langues se terminait par un repas où tous les parents amènent à manger également. Moi, je faisais les gâteaux, les beignets. Beignets farine ou beignets à la banane. Les talés. Nous, on appelle ça gâteau banane au Gabon. Ça énerve les Camerounais qui disent c'est du beignet. Moi, je dis gâteau banane, c'est quoi? Beignet banane, Puis je fais de la loco sur des petites broches d'apéro. Là. Je mets 4 petites bananes, plantains, frites dessus. Je fais un riz rouge. Et c'est tout. En 3 minutes. C'est fini. Tout était terminé. Genre la directrice dit oui, madame, pas le même a dit qu'il vous en restait encore un peu à la maison. Mon riz que j'ai gardé pour demain. Elle dit qu'il reste à la maison. Ok. Mais c'est total. Ouais. Et les enfants attendaient toujours le riz de la maman de Nathan. Et puis il y avait d'autres frangines, des dames de Côte d'Ivoire, des Sénégalaises qui amenaient des mafés, des tièpes. On se regardait avec yes. Ouais, et il y avait de très belles découvertes d'autres pays aussi, d'Espagne, d'Ukraine, du Japon. La meilleure amie de ma fille est japonaise. Moi, j'allais toujours attendre la nourriture de sa maman. Qu'elle ramenait des sashimi de malade. Non, j'imagine pas. Et puis, il y avait d'autres trucs pas très très mangeables aussi. Mais il y avait tout de la nourriture qui vient de Syrie, d'Inde. Et c'était génial que les enfants découvrent à travers la cuisine et des histoires. Multiculture. Oui, cette multiculture qu'on peut retrouver dans les écoles publiques ici. Et ça permet aussi à chaque enfant de dire voici qui on est, voici ce qu'on mange chez nous. Même si j'avoue, certains plats ne vont pas avoir le même succès chez les enfants. Mais et puis les mamans, voilà, et puis on discutait surtout entre parfois c'est des boissons qu'ils amenaient. Bon, alors le bissap, comment s'appelle l'autre, le gingembre, c'était moi je sais pas les faire, donc les personnes qui savaient les amener. Mais c'était un grand moment où avec juste nos plats, on était très très fiers de qui on est. Et je suis un peu triste que maintenant mes enfants sont au collège, j'ai plus cette semaine des langues-là. Mais c'était une jolie occasion et ma fille, elle est toujours dans sa plus belle robe en pagne pour lui dire « je suis gabonaise !» Oui, tout à fait. Et on ne veut pas la prendre au piège. Je pose la question, elle va dire « Je suis gabonaise d'abord. » Non, tel village, tel machin, tel clan, telle famille. Elle va le dire en français, elle va le dire dans ma langue maternelle. Elle sait. C'est canon. C'est des choses qu'on nous apprend chez nous, chez les femmes. L'enfant doit arriver à réciter sa généalogie. Et s'il n'arrive pas à la réciter en entier, il doit pouvoir dire Onemwanza, donc tu es l'enfant de qui? Sauvé, tu viens d'où? C'est pour ça ici, comme je dis en préparant le podcast tout à l'heure, je ne comprends pas pourquoi certains immigrés, notamment les Noirs, se vexent quand on leur demande vous venez d'où? Parce que ça se voit qu'on vient d'ailleurs. Il n'y a aucun mal à dire que même si c'est ok. Ici, voilà, je viens de tel. Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas, est-ce parce qu'ils n'aiment pas qu'on les associe à ça, j'en sais rien. Et d'ailleurs, chaque cours d'anglais à la rentrée, c'est toujours what's your name, where are you from, machin. Mes enfants mettent toujours I'm from Gabon. En fait, c'est vrai. Ça fait 7 ans vous êtes ici. Mais c'est toujours I'm from Gabon. Mais oui. Mais nationalité gabonaise. Au point d'ailleurs, ça me rappelle quand Marine Le Pen est passée au deuxième tour contre Macron. Je regardais ça à la télé vivement avec mes enfants et tout. Et ma fille, c'était littéralement le sketch de Gad Elmaleh quand sa maman a cru que Jean-Marie Le Pen allait gagner. Ma fille a dit maman, si Marine Le Pen gagne, ils vont nous chasser au Gabon. Je lui ai dit mais non. Elle dit mais oui, elle a dit qu'elle n'avait pas été étranger en France. Je dis mais vous n'êtes pas étranger, on est ici à la maison. Tu dis, mais on est français. Et là, j'ai réalisé, mes enfants ne savent pas qu'ils sont français. Ils écrivent Baïroni partout. Non, mais tellement j'y vais à fond, Wakanda, je me suis dit, ok, peut-être que je modère un peu. Et j'ai dû aller fouiller dans la cantine, leur montrer leur passeport Union Européenne. Ma soeur, elle était, complètement. Complètement. Bon, en même temps, c'est origine, hein. Enfin, tu vois, c'est juste... Non, mais ils sont nés là-bas, et se souviennent d'être arrivés ici, à ok. 5 et 7 ans. D'accord. Même pas à 4 et 6 ans, ils ont fêté leurs 5 et 7 ans ici, donc ils ont encore de très vivaces souvenirs là-bas. De là-bas, d'une qualité de vie là-bas, d'habitudes de vie qui sont différentes d'ici. Ils ont tout le temps envie de sortir, de marcher dans l'air pieds nus. Dès qu'on va au parc, moi pareil, je ne supporte pas d'avoir les chaussures, d'être enfermée. Là, le confinement, c'était l'enfer pour nous de ne pas pouvoir voir le dehors, parce qu'en Afrique, on est dehors tout le temps. On n'est pas dans la maison. Non, l'immeuble, ce n'est pas l'habitat le plus courant. Et pareil, les premiers marchés qu'on a fermés, c'était Château Rouge.
Donc, oui, clairement, on a bien fermé Château-Rouge. D'ailleurs, il y a d'autres marchés qui n'étaient pas forcément fermés quand Château-Rouge était fermé. Mais bon, et moi, j'ai trouvé ça, il faut le dire, tout simplement raciste. Il n'y avait pas de raison de fermer le marché de Château-Rouge parce qu'une ou deux personnes n'ont pas respecté les consignes dans les magasins et tout. Mais nous, moi, je l'ai très mal vécu, les enfants aussi, parce que la cuisine, c'est quelque chose qui permet de garder le cordon ombilical intact avec le pays. Et ils savent, chaque semaine, on va manger peut-être deux jours minimum dans la semaine, un plat du pays. On ne peut pas arriver chez moi et dans la même semaine, il y a des quiches, des machins. Non. Il faut toujours un petit peu. C'est important ça. C'est très important pour moi, parce que sinon je me sens même mal physiquement. J'ai ça et les fruits. Je ne suis pas chocolat, je ne suis pas glace, je ne suis pas gâteau, c'est pas mon truc. J'ai besoin de manger des fruits tous les jours. Si je passe 2 jours sans manger de fruits, je suis en manque comme quelqu'un qui fume. Ok. J'ai vraiment besoin de manger des fruits tout le temps. Mais les fruits exotiques surtout. Idéalement. Oui. Après, je suis très agrume. Oui. Tout ce qui est pommeuse, pamplemousse, orange, mandarine, clémentine et tout. Mais quand c'est la saison des mangues, j'y vais à fond les ballons. La banane, on a toujours. Après, il y a d'autres fruits que j'aime beaucoup. La nectarine, c'est encore la saison un peu. La pastèque, alors là, des fois, on trouve des pastèques 8, 10 kilos. Et on la mange à toutes les sauces à la maison. Mais je suis très fruit et mes enfants aussi depuis petit. C'est très dur pour eux de trouver des chocolats à la maison. Des sucreries, comme on dit, parce que je n'en achète pas. Et du coup, leur palais est habitué à ce que le goûter soit très fruité. Ou fruits secs. Après, oui, ils vont avoir des chocapics, des trucs comme ça. Mais bon. Pas tant que ça, c'est toujours. Ah, mais maman, il n'y a même pas, on reconnaît pas, il y a la banane. C'est clair. Il y a la banane. Il y a plein de fruits là, qu'est-ce que vous voulez là? Non, mais il y a des jours aussi, surtout quand les copains, ils veulent faire genre. Ils ont le dernier goûter à la mode, dernier goûter à la mode, c'est tu vois la banane, ma fille. Tu fais des smoothies, le congèle, j'ai un bac de congèle qui est rempli de morceaux de fruits coupés en dés. Parce que voilà, on fait des smoothies matin, midi, soir. Et moi, je crois en la transmission aussi par le goût. Et la France a réussi ça, à installer la culture française par la cuisine. Clairement. Le Japon, avec l'avènement des sushis qui ont déferlé sur nous au début des années 2000, c'est des choses qu'on ne connaissait pas forcément. C'était plus la cuisine quand ils chinoise, sino-vietnamienne, les nems, riz cantonais, ce genre de choses. Et c'est à nous de pousser. Je suis contente de voir que c'est plus le mafé et le poulet yassa, mais vraiment mafé numéro 1. Et ça m'énerve un peu parce que les gens se disent, je dis mais c'est pas... Ça reste encore très confiné quand même le concept. C'est pas tout ce que nous on fait manger. Non, clairement pas. Et même je me rappelle quand ma soeur s'est mariée, le traiteur qu'ils ont embauché m'a dit nous on veut la nourriture du pays. Parce qu'il faut toujours, même si on se marie dans un grand hôtel ou je sais pas quoi, les mamies font toujours des plats. Oui, c'est la tradition. Et elle et son mari me disent non mais machin, elle a fait Top Chef jusqu'en demi-finale ou quoi. Elle nous a dit qu'elle va nous proposer un menu, il y aura un plat africain. Alors moi j'arrive en bonne grande sœur, le jour de la présentation du plat africain. Que c'est quoi un mafé? Ah mais j'ai démarré sur tout le monde. Il dit on est des Maliens nous. Nous on n'appelle pas ça dire mafé, même si c'est à peu près le même plat. Mais nous c'est namo, non, c'est pas la même chose. Je dis si même au Marais c'est pas namo. Il faut le poisson salé, il faut le manioc, il faut les atangas. Ma soeur était au bord des larmes et tout. J'ai dit non. Il faut le poulet braisé, il faut le machin et tout. Et du coup, on a fait faire par des tantes, des amis, aller déposer au château. Je dis, hors de... Ah non, machin, mais ils vont faire aussi un michoui. Je dis, on s'en fout du michoui. On s'en fout. Il faut la bouffe de chez nous. Moi, je peux pas. Et alors là, catastrophe, quand le DJ est arrivé, il avait oublié sa clé USB où il y avait la musique africaine. Tout le mariage. On était là, on se regardait. Ah bon? Il a réussi, il avait quand même Magic System. Premier gaou. Et il nourrit les gens. Ah, premier gaou. C'est pour toi, la chanson, vas-y, c'est pour toi. Non, mais j'étais obligée. On était obligés. Mais pareil, c'était horrible. Tout un mariage. Il n'y a pas les derniers sons du bled, il n'y a pas du makossa, il n'y a pas le jazzé. C'est un mariage mix, c'était quoi? Oui. Et du coup, il y avait beaucoup de musique des jeunes, des machins, ou alors Alexandra. Et moi, j'arrive pas à cacher quand je suis pas... Donc t'étais comme ça au fond. Quand je suis pas rassasiée de ma bouffe, de ma musique ou d'autres choses. Et comme je disais, je suis très musique old school, ce genre de vieillerie. Et avec tous les autres invités gabonais, on se regardait, ça va durer jusqu'à quelle heure? Parce qu'on a tous besoin d'un peu de ça. Et je pense si on en savait encore plus, et je suis dans cette démarche, toujours essayer d'en savoir plus sur moi. Évidemment, étant le produit du métissage moi-même, j'ai fait ce même travail de recherche et ça m'a fait remonter jusqu'au Portugal, d'où viennent mes aïeuls, qui sont partis un moment en Italie,
Là-bas, c'était les arrière-grands-parents. Ensuite, ils sont venus en France, dans le sud de la France. Ensuite, ils sont partis en Algérie, c'était les pieds noirs. Juifs. Ensuite, ils sont revenus en France. Combien de générations là, t'es remontée? Je pense à peu près 5 ou 6. Et du coup, mon fils, le dernier, je lui disais toujours, il ressemble à Thiago Silva. Il dit, si, ça se fait même. Thiago Silva, c'est Thiago. Il dit, maman, donc Cristiano Ronaldo, il dit, c'est ton cousin. Et comme ça, c'est fou quand même, le métissage, là. Oui. Et même pour mes enfants, de se dire, ah, d'accord, on est aussi pareil. Je dis oui, et dans cette démarche, j'ai cherché de quel village venaient mes aïeuls, on a trouvé, donc j'ai envie d'y aller, d'abord avec mes fils aînés, parce qu'avec les petits, ça peut être chiant, voilà. D'abord les 2 grands, du coup on a acheté le guide, apprendre un peu 2-3 mots de portugais, et le temps d'organiser ça. Aller voir en fait, et chercher dans le cimetière local, l'église locale, des choses. Mais du coup, oui, même dans ma cuisine, une curiosité toute naturelle s'est faite pour le Portugal. Et on était tous très surpris. Parce qu'on pensait qu'on venait d'Italie, et puis j'ai une tante à moi qui m'a dit, ah non, c'est plutôt le Portugal. J'ai dit ok. Et d'ailleurs, mes enfants, surtout le deuxième, il a une tête un peu, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il est italien? Est-ce qu'il est grec? Est-ce qu'il est du Maghreb? Est-ce qu'il est machin? Et du coup, il s'est appris. En fait, c'est tout ça. Non, mais c'est tout ce mélange que tu viens de me dire. Oui. Et c'est bien, moi j'aime que mes enfants sachent que c'est des Bantous qui viennent du nord du Gabon, avec une arrière-grand-mère qui vient de Cameroun au passage, que du côté de papa on vient de Franche-Comté, le Jura, etc. Et ensuite on a encore donc ma grand-mère paternelle, il y a de la famille un peu vers la Suisse. C'est intéressant de savoir à quel point on est tellement... C'est important, oui. On est le fruit de beaucoup de voyages, de beaucoup de rencontres, et c'est bien de les célébrer tous. Donc bientôt, quand mon Instagram sera très portugais, pas que ça prie. Pour le moment, j'ai pas encore beaucoup de matière. Mais ça, du coup, c'est récent cette découverte-là Oui, il y a 2 ans, je pense. Pour moi, on était juste l'Italie. Et puis quand c'est allé jusqu'au Portugal, ok. J'ai acheté des livres de cuisine portugaise, ce genre de choses. Et il y a eu un appel intérieur, enfin un truc qui s'est reconnecté. Il y a une envie de savoir, il y a un besoin de savoir. Et je me dis, je ferai ce pèlerinage, j'irai voir. Je me dis, avant, il y avait quelqu'un qui était ici, qui a migré, qui est en Italie. Et qui ne pouvait pas imaginer que moi, je vienne le voir. Voir mes ancêtres. Et leur fils est venu au Gabon, et au lieu d'être à la capitale, il allait vers le nord, à la frontière du Cameroun, il a rencontré ma maman, et ce mélange s'est fait. Et c'est ça qui fait la beauté des gens, encore une fois, de savoir. On me dit en Afrique, pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Yes. Et je suis contente d'avoir pu boucler cette dernière boucle-là, parce que j'étais un peu dans le faux. Pour moi, c'était France et au début Italie. Non, l'Italie n'était qu'un stop. Voilà. Et c'est le Portugal. Waouh. Et du coup, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu as très très conscience du coup de tout ça en fait, et à travers tes enfants, et à travers ton héritage, et donc du coup toi-même, parce que ça te nourrit d'avoir toutes ces informations. Comment tu transmets ça aux personnes qui viennent te voir pour dire, China, écoute, on a telle problématique, que ce soit entrepreneuriat ou par rapport à son image, parce que cette authenticité que tu as, justement, tu arrives facilement à la transmettre, puisque c'est toi, parce que tu allais la chercher. Comment tu invites les gens en les invitant à faire fi du syndrome de l'imposteur, qui nous fait croire qu'on n'est pas à notre place à certains endroits, dans certains environnements, dans certains bureaux, dans certaines entreprises, dans certains pays. Non, moi je dis aux gens, si mes pieds sont quelque part, I belong there, je suis à ma place là et puis c'est tout. Je suis même pas là par hasard. Il y a forcément une raison que peut-être vous ou moi n'avez pas encore compris, mais je suis là pour une raison et ensuite on va figure out plus tard. Et encore une fois, aujourd'hui, le monde nous permet d'être tellement partout à la fois, de voyager, de bouger, de découvrir des choses. Quel que soit l'endroit du monde où j'ai été, j'ai toujours eu l'impression d'être à ma place. Je pense que le plus loin où j'ai été, c'est en Chine. Et c'était très marrant parce que j'avais l'impression d'être un dinosaure. C'est-à-dire le chinois moyen, je suis beaucoup plus grande. En taille, et quand je marchais dans la rue, j'avais l'impression de voir un peu le dessus de la tête de tout le monde. C'est quoi cette histoire? Et puis il n'y a pas de gens gros, grands, machin, c'est assez linéaire en fait. Et c'est la première fois aussi j'ai vu dans une ville les trottoirs extrêmement bondés de monde, comme s'il y avait des manifs tout le temps, mais en fait il y a vraiment une densité de population. 1,2 milliard beaucoup de monde toujours dans la rue. Et là, les gens se retournaient aussi beaucoup pour nous regarder. Et je les comprenais aisément parce que je pouvais me dire,
ils n'ont pas l'habitude. Non. Et je me souvenais de la petite chinaille que j'étais quand j'allais voir ma grand-mère au village. On construisait la route, le tronçon entre Bitam et le Cameroun. Et c'était des sociétés de Canadiens, Dragage, Colas, Révé Faubert aussi, un truc dans le genre. Beaucoup de blancs. Et nous, les petits-enfants là dans le village, mais notre attraction, c'était d'aller les voir. On suçait nos mangues vertes qui font crisser les dents là. Et on est assis, on attend et on arrivait à reconnaître les moteurs des voitures. On sait quand c'est un 4x4, on sait quand c'est un machin, c'est marrant. Et il y en avait qui arrivaient à reconnaître la voiture de notre couple préféré parce que c'était un monsieur blanc, sa femme blanche, leur fils blond, qu'on n'avait jamais vu, et leur gros chien berger allemand. Et on est passé, on criait le nom Bargaï à moi, ça veut dire le mari, la femme et l'enfant. Et on courait tout du long jusqu'à ce que la voiture disparaisse. Et il y avait des jours où ils nous saluaient, on était trop contents. Bah, salut. Donc, il y avait cette sorte de fascination parce que c'était des êtres qu'on ne voyait pas beaucoup autour de nous. Et c'était tellement curieux pour nous et amusant pour des enfants. Et alors là, le cherry on the cake, c'est quand ils venaient laver leur voiture à la rivière. Oh Dieu, tout le monde sortait de l'eau pour les observer, regarder. Il y avait juste quelque chose d'innocent. Ouais. Et les années ont passé et je me souviens être allée pour le retrait de deuil de mon arrière-grand-mère, toujours à l'intérieur du pays. Je suis allée avec mes enfants et on est allé à la rivière et il s'est passé exactement la même chose. Mes enfants n'ont pas compris, mais moi j'ai compris très bien tout de suite. Les enfants sont sortis tous de l'eau et ils répétaient la même chose, Mintam, c'est-à-dire les blancs. Ah, ok. Et mon fils me dit, maman, mais pourquoi les gens nous regardent comme ça? On dirait qu'ils sont méchants. Je dis, non, pas du tout, chérie. Et donc, va expliquer à un enfant de cet âge qu'en fait, c'est nouveau pour eux, ils n'ont pas l'habitude, etc. En plus, c'est la rivière, on vient laver le linge, les assiettes, vous avez vos maillots Mickey, vos trucs machin. Donc oui, forcément, on vous regarde un peu beaucoup. On est revenu, donc il n'y avait pas grand monde, un jour d'affluence normale à la rivière. Et puis, ils sont allés raconter. Donc, chez nous, dans les villages bantous, il y a un village, la forêt, un village, la forêt, la forêt. Puis parfois, il y a une rivière entre deux. Et donc, nous, on était à Mbomayo. Le village d'avant s'appelle Long, l'autre s'appelle Zangue. Ils sont allés raconter à tout le monde, je présume. Il y a les blancs dans le village là. Quand on est retourné à la rivière le lendemain, laver la voiture, la route est pleine de poussière. Mais c'était le stade. Mais c'est en marre de rire. Les enfants ne voulaient pas aller dans l'eau. Je dis, si, il faut y aller. En plus, on passe l'épisode, l'eau de la rivière, elle est un peu noire, il y a des feuilles en bas. Non, mais il y a les crocodiles, moi, va dans l'eau, il n'y a pas de crocodile là, moi, je dois laver mon linge et tout. Et je me rendais compte, pour eux, c'est nouveau parce qu'ils n'ont pas eu l'enfance que j'ai eue. Et c'était si nouveau d'ailleurs que quand on allait chercher de l'eau à la source, j'avais amené quand même des bouteilles d'eau minérale au cas où, ça tapait une garée autre chose. Tu sais pas, Mais on allait à la source chercher de l'eau pour le bain, les trucs comme ça, et même l'eau qu'on boit ou qu'on utilise pour la cuisine. Je me souviens, mon deuxième avait 4 ou 5 ans. Et il voulait absolument venir et tout. On lui a donné, ma grand-mère lui a donné des petites casseroles. Enfin, c'est même pas, c'est une assiette qui a la forme d'une casserole avec un couvercle. Et souvent, il y a des dessins de paysages dessus, en métal comme ça. Et souvent, on se sert à manger, on va donner un plat. Oui, je vois les marmites là. Je vois très bien de quoi tu parles. Une petite marmite sympatoche. Nous, on a des gros trucs de 20-30 litres. Et le maître, quand on me dit, ouais, maman, c'est comme Koh-Lanta, c'est trop bien, on va chercher. C'est pas Koh-Lanta du tout. Non, on est dans la vraie vie là. C'est pas Koh-Lanta. Mais tout était fascinant pour lui, de voir les poules. Et je me suis rendu compte, je ne leur ai pas donné ça. Du coup, ce qui était la norme pour moi, mais il faisait courir. Et dès qu'il y a une poule qui vient de mettre bas, elle a 8-10 poussins. Il les poursuivait, il piquait les poussins. La maman poule le poursuit, on dit, non, il ne faut pas faire ça. Pour lui, tout c'était du jeu en fait. Et je me souviens de mon grand qui s'ennuyait sec, on disait, il n'y a pas la télé. Quand on va au village, on va au village. Après, mes 2 derniers ont moins cette expérience du village, ils ne sont même jamais allés d'ailleurs. Et parce que bon, je ne suis pas rentrée chez moi. Et quand je leur racontais, oui, on va aller au Gabon, on va aller en vacances et tout. Et je vois ma fille un peu le syndrome de la fille qui n'est pas allée au village du tout. Elle a une idée du village. Genre, oui, maman, moi je te préviens tout de suite, je mets que des bottes parce que j'ai pas envie de marcher sur un serpent. Et puis, il me faut quelqu'un qui va traduire là. Parce que comment je vais faire pour parler aux gens? Je lui dis, mais c'est qui les gens? Les enfants, je dis pas le mot, ils vont à l'école. Et à l'école, ils parlent français. D'accord, ok, tu m'assures. Que... Bon, mais je vais amener des marshmallows. Ils ont déjà goûté les marshmallows. Je dis, on a les Elle a son idée de la chose. Elle dit, mais si moi je fais amie avec quelqu'un, après maintenant je vais devoir partir, je ne verrai plus jamais. Je dis, mais Palma, tu te poses trop de questions. On va au village, vous amusez, tu enjoy ton truc. Ouais, mais qu'il y a une piscine, il n'y a pas de piscine, il y a la rivière.
Mais moi, j'aurais jamais posé ce genre de questions parce que c'était mon quotidien. Et de la même manière que vivre dans un immeuble me fascinait quand j'étais enfant, prendre l'escalator quand je voyais ça à la télé, je me dis waouh, c'est comment tu fais ça. C'est plutôt l'inverse qui se passe pour mes enfants. Et quand on en a les moyens, c'est bien d'arriver à mélanger le meilleur des deux mondes pour qu'on ne soit pas... Moi, je suis arrivée en France à 18 ans et je me souviens, mon oncle se moquait de moi, il m'avait amenée sur les Champs-Élysées la première fois. Et moi, je connaissais les Champs-Élysées par Joe Dassin. La chanson aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi, à minuit, à tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et je la connais depuis petite. Et un de mes oncles m'avait dit, oui, j'ai dit, tonton, il y a les bonbons, il y a les bonbons partout aux Champs-Élysées. Il y a les poupées partout. Et pour moi, en fait, c'était un champ Élysée. Couvert de bonbons, de fleurs et de poupées. Et authentique. Et quand je sors du RER à Charles de Gaulle Étoile avec mon oncle, mais vraiment, j'ai quand même 18 ans. Je regarde que... c'est où? Ils ont coupé toutes les fleurs et tout. Mon oncle a éclaté de rire. Et j'étais tellement gaou, il m'a amené au McDo, parce qu'il fallait que je mange McDonald's. Il m'emmène au McDo et la dame me demande ce que je veux. J'ai dit, je veux un hamburger. Elle dit lequel? C'est pour ça qu'il dit ici c'est Big Mac. Oui, parce que nous, au pays, c'est juste hamburger. Oui, point. Il n'y a pas 10 000 trucs. Non, il n'y a pas Mac truc, Mac quoi, Mac truc. Je ne connaissais pas. Les potatoes, tout ça là. Mais quand je vois comment pour mes enfants c'est la norme, je dis, ah bon, votre mère est des gars, je ne connaissais pas tout ça. Happy Meal, je n'ai pas connu. Si je mange Happy Meal aujourd'hui, c'est à l'âge adulte pour faire genre. Les carambars, nous c'est les bonbons durs là, machin. Oui, les bonbons alcoolisés là. C'est ce que nous on appelle les bonbons rouges. Ah, ok, d'accord. Et que je trouve à Château Rouge que mes enfants n'aiment pas, ils disent vous ne connaissez rien, que chacun son enfance, chacun son petit bonheur, chacun ses références. Mais le meilleur des mondes, moi je suis heureuse d'avoir pu élever mes enfants dans les deux cultures. Si j'avais le choix, je les ramènerais en Afrique. Et tu les ferais venir de temps en temps en Europe pour... Oui, pour les vacances, c'est ce qu'on faisait. Ouais. C'est ce qu'on faisait parce que je pense après il y a quelque chose qu'on ne peut plus t'enlever. Et il y a un rapport au monde et à l'aînesse et à la transmission et à la culture et à son africanité. Puis à la nature, tu as parlé beaucoup de la nature tout à l'heure. Aux croyances qui est différent de ce qu'on a vécu ici. Et après qu'on peut transposer, on le transpose. Nous-mêmes on devient, je sais pas, on a des conversations avec les gosses que des grands-parents avaient avec nous. Exactement. Forcé. Des fois même à table, mes pauvres gosses ils sont dans la généalogie, je dis maman on devait juste manger, j'ai dit il n'y a pas de juste manger, c'est même au moment où on mange qu'on parle des choses importantes. Oui, donc du coup il y a quand même une libération de la parole que tu as avec tes enfants que du coup tes parents n'avaient pas forcément avec toi. Ah oui. Ouais, bah oui. Pourquoi? Par l'éducation, par le fait qu'ils n'aient pas accès forcément aux mêmes outils. Comment tu Non, c'est un choix que j'ai fait. Je me souviens quand j'étais petite, des fois j'avais envie de dire des choses mais je ne pouvais pas. Ouais. Je crois que le truc le plus insolent que j'ai dû dire un jour, c'était c'est pas juste. Voilà. Faire la macrée, ne fait pas. Ah ouais. Parce que mon oncle avait une femme camerounaise, Tantine Bobine, qui n'envoyait jamais sa fille faire la moindre corvée. Et c'était dur pour nous. Et moi, j'avais des cousines, quand on les appelait, elles faisaient semblant de ne pas entendre. Mais moi, je n'arrivais pas à faire ça. Donc si on m'appelait, par réflexe, je répondais toujours Et donc, c'est à moi, on disait, va me payer le cube magie, va me faire ça. Attends, à 14h, je suis sur les rotules, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 50 trucs. Mes cousines riaient, tu dis, ma boule, faut pas répondre, faut pas machin. Et à un moment, on était en train de parler entre nous, et je sais pas, j'avais un tel ras-le-bol, et Tantine Bobine qui m'appelle encore, oui. Et alors, elle fait ça bien, la caméra, oh ma chérie, mon bébé, va me prendre le truc. Et j'ai juste dit, Tantine Bobine, c'est pas juste, il y a que moi qui fais ça. En plus, t'as même pas dit ça en mode violent, c'est juste en mode, c'est pas juste. Mais comment m'a-t-elle dit quoi? Ah ouais. Et je me suis dit, mais on va m'envoyer à l'échafaud, c'est terminé, ma vie s'arrête ici, c'est dommage, si jeune et tout. Mes cousines, même elles étaient outrées. Autant des petits chenapans en robe, mais même elles ont trouvé, on ne dit pas, c'est pas juste. Mais elle a été tellement forcée, elle m'a dit, j'attends quand ton oncle arrive, machin. Et mon oncle était plutôt cool, il a rien fait. Mais là, je me suis dit, plus jamais, j'ai pris le fond de ma pensée. Mais en même temps, au fond de moi, j'avais envie de dire les choses des fois. Et je ne l'ai pas eu et je me suis dit, je vais le donner à mes enfants. Mais ils savent où est la limite. Ils savent, voilà. Et souvent, parce que des fois, ils étaient confus. Quand je dis, c'est pas à toi que je parle. Ils disaient, mais maman, tu veux pas qu'on te réponde? Je dis, mais je t'ai posé une question. Et donc, ils savent pas à quel moment, en fait, il faut parler. Ouais, mais ça, c'est le... Tu vois, c'est... Pareil, moi, j'ai ça aussi, ces trucs-là avec mes enfants. Des fois, je dis, mais tu as pas dit que... Oui, mais là Et là, tu te dis, bon, alors là, il y a une dissonance cognitive. Comment on fait mais bon.
Et parce que c'est pas un automatisme chez eux comme chez nous. Nous, il y avait des regards qui signifient tu veux mourir aujourd'hui. Tu es sûr que tu veux continuer. Et tu évitais ce regard même. Avant qu'il arrive, parce que quand il arrive, c'est déjà trop chaud. C'est mort. Tu sais mort d'aller rentrer, c'est tout pour toi. T'es terminé, tu dis voilà, ça va tomber à quel moment. Mais mes enfants savent reconnaître ces choses. Et je le sais parce que à plusieurs reprises, des fois on va aller au parc ou faire les courses. Et puis il y a un enfant qui fait son truc super nanny. Et puis sa maman qui genre dépassée et tout machin. Mes enfants me regardent genre que si maman intervient. C'était fini. Et j'interviens une fois sur deux. J'interviens au lavomatique, j'interviens à la caisse du Intermarché. Mais c'est fou quand même. J'interviens que ça veut dire comme elle ta maman vient te dire quoi. Et la gosse qui est un peu genre mais pourquoi la dame elle est possible putain. Et puis il écoute il ou elle écoute elle écoute. Et ils ont besoin de ça. Ils en ont besoin. Celle-là c'était le truc le plus qui avait le plus marqué mes enfants parce qu'ils en riaient beaucoup en racontant à leurs frères. Donc il y avait la caissière, je sais que c'est une Ivoirienne, la caissière du Intermarché à côté de chez moi. Moi, visiblement, je viens aussi du bled. La maman, qui m'avait fait de la peine, la mère était venue acheter une bouteille d'huile. Elle était juste avant moi. Moi, j'avais mon caddie de la semaine, une maison, plein de gens, donc gros caddie énorme et tout. Ok. Et la dame, elle paye une bouteille d'huile et c'était les trucs genre marque numéro 1. Et je vois, elle est en train de compter les pièces, même pas les pièces de 10 centimes ou 20, les oranges, la cuivrée. La bouteille d'huile faisait même pas 1 euro. J'ai compris évidemment son niveau de détresse matérielle et même comment elle s'excusait auprès de la caissière qui semblait perdre un peu patience, etc. Et j'étais presque gênée avec toutes mes courses d'à côté. J'avais envie de dire mais laissez, je vais payer ça et tout machin. Et sa petite fille, je me souviens, s'appelait Zoé. Elle est allée prendre un Kinder Bueno parce que oui, ils mettent tout ça à côté des caisses. Et au niveau des enfants, d'ailleurs. Elle pose et sa maman lui dit non, Zoé, je t'ai dit pas de Kinder machin, s'il te plaît, et tout. La maman enlève le Kinder. Zoé retourne, elle reprend, elle ramène le Kinder. Sa maman lui redit mollement. Et en fait, je me rends compte, la lèvre de la mère tremble ici en haut. Elle est sur le point de pleurer. Et fatiguée, visiblement, on sent la charge mentale. Zoé qui commence, non, j'ai dit, non. Elle retourne prendre le truc. Oh là là. J'ai vu mes enfants se regarder que quand maman va arriver là. Ils connaissent, ils te regardent comme ça, elle fait oh là, on a... Sauf que pour aller récupérer les œufs, qu'elle passe derrière moi, elle prend le truc, il faut qu'elle revienne parce que sa mère est juste avant moi à la caisse. Et donc quand elle veut me retraverser pour poser, elle passe sa petite main devant moi. Terminator. Comme ça que mes enfants c'est le moment, tu sais, t'attends. Allez. La caissière qui faisait arrêter que oh là, ça devient trop beau. La maman elle-même qui s'est dit genre mais qu'est-ce qui se passe. Donc je pense qu'il y a eu 2 secondes de qu'est-ce que tu fais à ma fille et tout. J'ai regardé la maman genre calm down, I got you. J'ai regardé Zoé, j'ai dit qu'est-ce que ta maman vient de dire. Je presse gentiment, pas trop machin. En fait Zoé qui est genre mais qu'est-ce qui se passe. Elle regarde sa mère. Sa mère elle est un peu confuse aussi mais en même temps que mais elle valide quand même. Mollement mais en tout cas la mère est genre que vous faites. Voilà. Vu. Donc Zoé j'ai dit, maman a dit quoi? De pas poser. Je dis, très bien, tu prends le Kinder, tu vas rentrer tout de suite. Et tu dis, pardon, maman. Je ne la lâche toujours pas. Je dis, on dit, pardon, maman, Zoé. Pardon, je dis, pardon, maman. Pardon, maman. Mes gosses sont en train de glousser derrière les boîtes de lait et tout. Ça y est, notre mère a encore intervenu. Oh là là. Celle-là. Et la mère m'a regardée, on s'est regardé en mode, merci, genre, de rien, sans parler. La caissière m'a dit, genre, c'est ça, ma soeur, elle dit, c'est ça, sans parler, non, tout ça avec les yeux. Et surtout, attention, les gens des caisses d'à côté, qui étaient dérangés par le boucan de la petite Zoé, qui regardaient tous, moitié ceux qui sont choqués, genre, oh mon Dieu, il faut appeler les droits de l'enfance et tout. Les autres qui disaient, ouais, c'est même ça bien, madame. Faut appeler les droits de l'enfance. qu'à un moment donné, non, sans dire quoi que ce soit, mais on sent dans leur visage qu'ils sont horrifiés, on a touché l'enfant de quelqu'un et tout. Tac, je passe mes courses. Et la caissière a attendu que la maman de Zoé parte, me dit, ah, ma soeur, c'est comme ça, il faut faire. Quel enfant va faire le fou devant les tantines? Non, mais ça n'a aucun sens. Mais on te finit, quand ta mère elle m'arrive, elle vient finir avec toi, mais c'est pas possible. Non. Et moi, mes enfants, je leur dis, si tu veux aller me faire la honte devant les gens, sois sûr, je vais te donner la maximum honte. C'est-à-dire, je vais tellement te mettre encore plus dans la honte. Mieux, fais ça à la maison. Oui. Là-bas, on peut se gérer même un peu. Je sais pas, et je t'explique. Si tu crois que tu vas me dépasser dans la folie, on ne vend pas ça à la boutique. Je vais te montrer qu'il est avant. C'est tout. Non, mes enfants se disent, surtout quand je vais à l'école ou autre chose, je dis, ma mère, elle peut. Elle peut baiser là. Regarde-toi. Attention. Les gens vont dire, mais c'est pas maman qui est sur Instagram là. Ma mère, elle n'est pas prévisible. Elle est comme et elle sur Instagram, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire on élève pas ses enfants? Point. Déjà. Attends, non, mais surtout,
ma fille, en plus, elle a des copains, des copines, qui me suivent sur Insta. Donc, elle dit, oh, comment va, quand elle vient de l'après-midi, bonjour les filles. Maman, le paloma, mais ça reste une maman. Il n'y a pas de... des fois, je dis, ta maman sait que tu es là? Oui. Parce qu'il y a 18h. Oui. Donc à 18h, normalement à 18h, on n'est pas dehors. Non, ma maman, il a dit, c'est pas grave, je peux rentrer quand je veux. Je dis, appelle quand même ta maman. Ah, mais c'est pas à quel numéro, donc elle a 10 ans. Dis non, on va te raccompagner. Le grand frère va aller avec toi, va t'assurer que... Non, d'où ma fille va dire, ma maman a dit que... Tu es sûre? C'est pas possible. Ta maman doit savoir où tu es, qu'est-ce que tu fais, l'air de qui tu respires, etc. Et encore une fois, c'est cette manière d'avoir été élevée que je ne peux que transposer. Je n'arrive pas à voir les choses autrement. Même si, avant que les gens pensent que je suis un tyran, et même si mes enfants m'appellent Bachar al-Assad, mes enfants ont beaucoup de liberté. Ils t'appellent sérieusement comme ça? Oui, parce que quand je dis ménage, tout le monde, vous lavez les murs, vous lavez. Dieu cherche les gens en tout cas laver. Ah, mais tu t'es pas brûlé d'abord, lavez les feuilles là. Vous allez nettoyer, vous dormez pas là, regardez la télévision, vous pouvez loyer ici. Oh là là. Je dis non, on est en vacances, mais la maison est en vacances. Ouais, moi je fais la même chose. Vous crachez votre ménagère? Passez aspirateur, nettoyez. Vous avez mangé, levez-vous, essuyez. Attendez, là je vous ai porté jusqu'à un âge où vous ne pouviez pas faire. Maintenant là, vous allez faire. The voice